Attention, la lecture qui va suivre contient des scènes de violence et d'horreur, ou encore des propos choquants à connotation injurieuse, ordurière, raciste ou sexuelle. Il s'agit d'une histoire de fiction, j'insiste. Malgré tout, le visionnage ou l'écoute de cette vidéo est donc destiné à un public averti. Je décline toute responsabilité vis-à-vis de l'impact que ça pourrait avoir sur vous. Et si ces propos risquent de vous heurter, merci de quitter cette vidéo dès à présent. Frater Luminis Negri, partie 2, chapitre 1. À genoux sur un morceau de moquette noire, découpé en forme de cercle et peinte d'un pentagramme rouge, je méditais une dernière fois avant de réaliser le rituel final. J'étais lessivé. Ces 27 jours de préparation et de cérémonie m'avaient épuisé. Aujourd'hui, enfin, j'allais récolter le fruit de mes efforts. J'observais les objets disposés sur mon autel de fortune, installé depuis presque un mois maintenant. J'utilisais ma table de nuit pour cela. Elle était recouverte d'une nappe rouge. Sur les bords, j'avais disposé les carrés palindromes et les signatures démoniaques que je devais manipuler pour activer ma transformation. 2 bougies chauffe-plat, posées à côté des palindromes, faisaient office de cierge. Une petite croix chrétienne était placée à l'envers, au centre de la nappe. Elle était collée dessus, recouverte de substances séchées, qui avaient taché une bonne partie du tissu également. J'avais volé cette croix à tante Bertha, une vieille voisine, amie de mes parents, qui insistait pour que je l'appelle ainsi. C'était un dimanche après-midi, la veille du premier jour préparatoire. Nous avions été invités à manger une blanque d'oreille, comme elle disait, une tarte au riz sucrée et écœurante, achetée en grande surface. C'était une dame très pratiquante. Je crois qu'elle nous invitait pour prouver que sa religion était tolérante, et mes parents acceptaient sans doute pour les mêmes raisons. Ces armoires vitrines regorgeaient de médaillons et de crucifix avec des images saintes et des statuettes chrétiennes un peu partout. Elle vivait dans une vraie boutique d'articles souvenirs. Je n'avais eu qu'à tendre la main pour chipper cette croix sur la planche d'un vaisselier. Au moment de ce vol, je m'étais senti honteux et malhonnête. Depuis lors, je m'y étais habitué. Il faut dire que dès le premier jour de cette préparation de rituel, j'avais dû réaliser bien d'autres choses que je considérais comme immorales. Ça commençait en force dès les bougies allumées. Il fallait procéder à la glorification du diable, qui, dans son amour de l'humanité, accorde pouvoir et richesse à qui sait se montrer reconnaissant envers lui. Les paroles énoncées étaient accusatrices, mais également sages. Lorsque j'avais lu ce texte pour la première fois, j'avais eu l'impression de commettre une abomination. Je m'étais presque attendu à ce que la foudre s'abatte sur la maison. Cette étape faite, on enchaînait avec la contrition diabolique, qui consistait à se vanter des méfaits accomplis dans la journée. Il pouvait s'agir d'avoir oublié volontairement de sortir les poubelles, de s'être moqué d'un inconnu, ou de tout acte dépravé et pensée impure. Après quoi, il fallait se masturber et répandre sa semence sur la croix inversée en guise d'offrande blasphématoire. Déjà mal à l'aise les premières fois, au bout de quelques jours d'offrande, l'aspect et l'odeur avaient rajouté une touche sordide supplémentaire à ces hérésies. La préparation se concluait par un serment d'allégeance en échange de la force et du courage nécessaires à l'obtention des pouvoirs escomptés. Pendant ces 27 jours de pratique, je m'étais livré corps et âme aux entités des enfers. Et les effets n'avaient pas tardé à se faire ressentir. Au bout du 4e jour de préparation, je m'étais couché avec une drôle de sensation. L'atmosphère de la chambre était plus froide, comme s'il y planait une présence invisible qui m'épiait, une ombre tapie dans un coin. Je n'avais pas voulu me précipiter tête baissée vers l'explication occulte, bien que cela eût démontré que mes paroles étaient entendues quelque part. Donc, j'avais mis cela sur le compte de l'imagination, ou d'un début de paranoïa lié à la répétition du rite. Cette nuit-là, j'avais rêvé de grandeur, de gloire et de puissance. Je volais dans l'obscurité, vif et invisible, et je dévorais les ennemis qui croisaient mon chemin. Au bout du 9e jour, j'éprouvais toujours cette sensation de froid après la réalisation du rite. Pendant la nuit, je m'étais réveillé 2 fois à cause de cette impression d'être épié. Je m'étais attendu, à tout instant, à voir une présence surgir d'un recoin sombre. Scrutant chaque endroit de ma chambre,
mon esprit m'avait joué des tours et j'imaginais des mouvements furtifs dans les ténèbres du dessous de mon bureau. Sur le qui-vive, j'avais tenté de voir ces irréels phénomènes qui se produisaient. Les 2 fois, j'avais éclairé la pièce et vérifié sous le lit, afin d'être assuré de l'absence d'une chose. J'en avais déduit que soit ce rite avait un impact très fort sur mon imagination, ou soit l'hypothèse occulte se concrétisait et prenait de l'importance. J'avais été à la fois enthousiaste qu'il se passe quelque chose et anxieux à l'idée de devoir subir une escalade de manifestations qui me terrifierait pendant encore 15 jours. J'avais failli stopper mon projet après l'expérience de cette nuit-là. Le lendemain matin, j'avais relativisé la portée de ces phénomènes afin de pouvoir poursuivre. Le 13e jour, ces réveils étaient devenus réguliers et j'avais même commencé à m'y habituer. Je me contentais de grommeler tout seul dans mon lit et de me retourner de l'autre côté, l'oreiller placé sur la tête. Cette nuit-là, j'avais vécu une étape supplémentaire. Accoutumé à la présence de cette énergie, je pouvais sortir du sommeil plusieurs fois pendant la nuit, mais ça se limitait le plus souvent à de brèves interruptions de mon cycle de repos. Cependant, vers 3h30 du matin, la sensation avait été tellement puissante que j'en avais ouvert les yeux, réveillé comme si on m'avait jeté un seau d'eau au visage. Les yeux écarquillés, j'avais eu du mal à concevoir ce que je voyais. Au-dessus de moi, le spectre d'une vieille femme flottait et m'observait. Un air glacial émanait d'elle. C'était la même sensation froide que j'éprouvais depuis une quinzaine de jours, mais décuplée. Son corps était indistinct, vaporeux. Son visage, par contre, était net et comme plongé dans un liquide, les cheveux ballottés par des courants marins. Ses traits étaient vallonnés de rides profondes. Elle était fripée, comme les chemises qui traînaient en boule dans le fond de mon placard. Ses yeux vitreux et son faciès exprimaient une sévérité sans nom. Elle m'avait fait penser au spectre féminin de la bibliothèque dans le film Ghostbusters, lorsque celui-ci attaque les héros. Elle m'avait observé, impassible, penché à 1 mètre de mon visage. Les yeux embués à cause de ce réveil brutal, j'avais cligné des paupières pour dégager le voile qui se formait. Une fois mes yeux réouverts, l'apparition était partie. Il n'en était plus rien resté, si ce n'était une vague sensation de froid qui persistait. Hallucination, m'étais-je dit. Mais je n'avais plus fermé l'œil jusqu'au lendemain. Le 16e jour, après 2 nuits réparatrices durant lesquelles je n'avais rien ressenti, le spectre s'était de nouveau manifesté, me tirant de mon sommeil avec violence. Comme la première fois, l'entité avait flotté au-dessus de moi sans bouger, sans communiquer. Forcé de quitter cette apparition des yeux, le temps d'un clignement de paupières, celle-ci s'était évanouie, tel un mirage. J'avais été trop surpris pour tenter quoi que ce soit, mais une fois mon rythme cardiaque redevenu normal, je m'étais dit que j'essaierais de lui parler à la prochaine occasion. Le 17e jour de préparation, ma copine m'avait de nouveau éveillé. Ça devenait une habitude, mais j'avais oublié mes bonnes résolutions de la veille, et j'étais resté muet comme une carpe jusqu'à sa disparition. J'aurais aimé connaître les raisons de sa venue, puisque, de sa propre volonté en tout cas, elle ne communiquait pas. Ou peut-être que je n'avais pas les sens assez développés pour comprendre son mode de communication et son message. Au 21e jour, après 4 nuits calmes, je m'étais réveillé au matin tout endolori et pâteux, comme un lendemain de cuite. J'avais eu une sensation désagréable entre les jambes. Soulevant les draps, j'avais constaté que j'avais souillé ceux-ci de sperme. J'en avais eu les poils des jambes collés et une pellicule blanchâtre morcelée sur le sexe. C'était immonde. Après réflexion, j'avais un vague souvenir d'un rêve érotique et étrange, dans lequel j'avais été attiré dans une danse amoureuse par une femme à la beauté diabolique. Je m'étais interrogé sur la frontière entre la réalité et ce rêve. Toujours ces questions sur ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. En tout cas, cette pellicule craquelée un peu partout me faisait penser à un coït lorsque, souillé de fluide corporel après l'acte, ceux-ci sèchent sur le sexe. Alors, à moins de m'être massé et barbouillé de sperme partout sans m'en rendre compte, et dans cette hypothèse, j'en aurais eu plein les mains également, ce qui n'était pas le cas,
Je n'avais pas trouvé d'autre explication que des ébats amoureux avec un genre d'apparition onirique. C'était quand même un comble d'avoir des relations sexuelles avec une entité invisible, le truc improbable que tous considèrent comme impossible, alors que dans la réalité, à la date de ma majorité, j'avais dû me contenter de payer une professionnelle pour connaître ses plaisirs charnels pour la première fois. Depuis cette expérience, jusqu'à ce 27e jour de préparation, mes nuits furent épouvantables, chargées de rêves obscènes de plus en plus tangibles. Ils me laissaient au matin dans un état d'épuisement qui s'amplifiait de jour en jour, avec d'atroces douleurs au bas-ventre à force d'être en érection. Cela faisait plus d'une semaine que je dormais dans des draps rancis de sperme séché. Malgré cet état de faiblesse, je me complaisais dans cette luxure, et je retirais énormément de satisfaction de ces ébats nocturnes. De plus, j'avais dépassé mes appréhensions de punition divine. La présence du diable à mes côtés était devenue réconfortante. J'étais tout de même soulagé d'avoir achevé cette préparation. Le côté jouissif mis à part, j'étais dans un sale état, négligé et complètement éreinté surtout. Il était temps à présent de chasser toutes ces pensées et de passer à l'acte. Placé en tailleur devant mon autel, j'entamais cette cérémonie finale pour laquelle je m'étais durement préparé. Dans un enchaînement de gestes et de paroles, je vociférais les incantations. J'en oubliais la présence de mes parents dans la chambre d'à côté. Je crispais tout mon corps, canalisant mes forces physiques et psychiques, brûlant avec ardeur du désir d'aboutir au résultat que je convoitais. Après l'ultime présentation de ma requête, dans un effort mental intense, je retombais la tête placée entre les mains, pris de violents vertiges, en attendant d'être investi des pouvoirs demandés, en attente de cette métamorphose, en attente de la souffrance physique qui l'accompagnerait. Après 5 minutes dans cette position, les vertiges disparurent. Mais il ne se passait toujours rien. Quelques minutes plus tard, à part un engourdissement aux pieds et aux cuisses à force d'être assis en tailleur, je n'avais toujours pas la moindre sensation de transformation, ni même un début de vision. Aucune manifestation, nada, que dalle. Bordel, jurais-je. Autant d'efforts et de sacrifices pour rien. Au moins j'étais fixé. Cette pratique n'était pas meilleure que les autres. Je laissais tout en plan et je m'affalais dans le lit. J'étais impatient de dormir, pour éviter de ruminer ce cuisant échec. Mais qu'est-ce que je fabrique à 1 mètre au-dessus de mon matelas? Il y a une forme indistincte couchée à ma place. Quel est le débile qui dort dans mon plumard? Merde! Mais c'est moi! C'est une sensation très étrange. Je ne rêve pas, puisque j'ai conscience d'être au-dessus de mon lit. Comment pourrais-je être à 2 endroits différents? À moins que je ne sois mort? Mince, c'est vrai ça. Je ne vois pas mes bras, ni mes jambes, ni le reste de mon corps. J'ai bien l'impression que je ne respire plus. C'est possible que je sois mort, ça expliquerait mon état. Conscient sans vraiment l'être, vivant sans vraiment l'être. C'est plutôt étrange. Je bouge. Je suis bel et bien dans ma chambre. J'observe mon petit hôtel, qui me rappelle à quel point ce rituel a été raté. Une transformation, puis quoi encore? Le don de téléportation ou l'immortalité? Ça me plairait d'obtenir des résultats pareils, même si c'est plus que compromis en étant déjà mort. En tous les cas, je ne regrette rien. Mon ami nocturne m'a fait passer de bons moments que je n'oublierai jamais. Je vais peut-être aller la rejoindre. On s'éclatera bien, j'espère. Tiens, je bouge de nouveau. Me voilà dans les escaliers et je ne me rappelle pas avoir ouvert la porte. Putain, quelle galère. J'ai sans doute abusé et à la place de m'endormir, je suis mort d'épuisement. La conclusion grotesque d'une vie ratée et inutile. Je suis dehors instantanément. C'est bizarre. Il fait nuit et pourtant, il fait lumineux comme en plein jour. Il n'y a pas âme qui vive. Hormis la mienne, bien sûr. Enfin, pas si vive que ça. Je flotte dans l'air, en suspension dans la rue, au-dessus des maisons. C'est une belle balade, mais je m'ennuie un peu là, hein. J'espère que c'est juste un état de transition avant autre chose, hein, sinon je vais bien me faire chier. Surtout si je continue à être incapable de décider moi-même où je veux aller. J'aimerais bien aller espionner Stéphanie, ma petite voisine, jeune et fraîche. Je reconnais sa maison là, juste là. J'ai beau avoir la sensation de gesticuler dans tous les sens, sans bras ni jambes, je sais pas comment faire pour me diriger. Merde, c'est frustrant.
C'est dommage, ça pourrait être rigolo. Ouais, bon, d'accord. Ouais. C'est pas vraiment pour rigoler, je l'avoue, ça m'exciterait de me glisser dans sa chambre et de la regarder dormir. Avec un peu de chance, elle est même nue dans son lit. Au lieu de ça, je reste comme un abruti qui ballotte au milieu de la rue. Oula, oula, ça défile vite. J'ai l'impression tout à coup d'être une feuille morte emportée par une tornade, là. Je survole des routes, des forêts, des maisons, à une hauteur vertigineuse. J'essaie de voir où je vais, mais pas moyen. Je pense être toujours en Belgique. De là-haut, je vois l'éclairage public qui irradie dans la nuit, comme un amas d'étoiles agglutinées. Ah, la vitesse diminue, je descends peu à peu. Je vois au loin une maison particulière. Je ne l'explique pas, mais je sens que c'est par là que je me dirige. C'est une grosse bâtisse de bourgeois, entourée d'une belle pelouse, et le tout est grillagé. Elle est particulière car elle pulse d'une vibration qui ressemble à un battement de cœur. On dirait qu'elle vit. Je suis à présent au-dessus de cette maison et me voilà de nouveau à l'arrêt, observant le paysage. Je ne reconnais rien, pas la moindre idée d'où je me trouve. Et cette maison, juste sous mes pieds, si seulement j'en avais encore, semble exister dans une autre dimension. J'ai l'impression de survoler une porte vers les abysses, un goulot qui mène directement au cœur des ténèbres. Aspiré vers cette bâtisse, j'en traverse les murs et les pièces de haut en bas. J'aperçois des combles poussiéreux, suivis d'une chambre décorée avec modernité, suivis d'une cuisine équipée au carrelage beige, puis d'une cave lugubre et sombre. Je continue vers le bas, je traverse des terres tièdes et humides, puis je me fraye un chemin au travers des couches rocailleuses et schisteuses qui dégagent de plus en plus de chaleur. Je stoppe net dans une espèce de grotte, éclairée par un canal de lave en fusion qui la traverse de part en part. Heureusement que je flotte, sinon je serais tombé dedans. Je regarde autour de moi et le spectacle est glauque, terriblement glauque. Pourtant, je trouve que c'est stylé, voire même cossu et chaleureux. Autant sur les parois que sur le sol, il y a un enchevêtrement de cadavres nus et dépiautés. Ils luisent et sointent de fluides humides. La lueur de la lave donne de jolis reflets chatoyants à cette fresque charnelle. Les visages semblent apaisés et les poses sont érotiques. Les corps entremêlés s'enlacent avec passion, vautrés les uns sur les autres sans retenue. J'ai l'impression d'être au milieu d'une grosse orgie. C'est un spectacle splendide, en fait. Au milieu de cette tanière sanglante, j'aperçois une forme humanoïde constituée de noirceur dense. Elle se prélasse devant la beauté de cet endroit et profite de la chaleur du magma tout proche. Elle s'est aperçue de ma présence et elle s'approche peu à peu. Dans sa démarche, je me reconnais. Comment est-ce possible que ça soit de nouveau moi? Enfin, une copie de moi ou une projection, je n'en sais rien, merde. Je suis certain qu'il s'agit de moi. La même dégaine, la même silhouette, une version obscure de mon être. Je suis à présent en face de mon double, nous nous observons en silence. Il déploie subitement des ailes de ténèbres et le souffle de son geste me propulse vers le haut. Frère lumière noire, hurle-t-il. Je quitte cet endroit putride et familier, et me voilà de nouveau en train de traverser le sol vers le haut à toute vitesse. Je reprends mon voyage vers une direction inconnue. J'arrive au bord d'une mer. Je continue toujours plus haut, toujours plus vite. Je traverse terre et océan. Me voici à présent au-dessus de la brousse, puis d'une épaisse forêt à n'en plus finir. La vitesse diminue un peu, et je commence à descendre, apercevant les détails de cette végétation. Il y a de nombreuses lianes, des arbres très grands, quelques rivières sinueuses. Je me trouve peut-être en Afrique, ou peut-être en Amérique du Sud. Vu la descente amorcée, il s'agit de la prochaine escale de mon périple. J'espère que j'en apprendrai davantage sur l'endroit. C'est étrange, j'ai le sentiment qu'on m'appelle, qu'on me tire, comme si un élastique me ramenait en arrière. Simon, Simon, entendis-je au loin. Me levant d'un bond, je m'étranglai en avalant de l'air au lieu de le respirer. Je devais ressembler à un poisson qu'on vient de sortir de l'eau. Ma mère était en train de tambouriner à la porte de ma chambre. Je regardai furtivement le réveil. Il indiquait 11h20. Moi qui me levais d'habitude vers 8h, elle s'inquiétait sans doute. Oui, j'arrive, répondis-je tout pâteux, en crachotant pour récupérer mon souffle. C'est la troisième fois que j'essaie de te réveiller, ça fait 5 minutes que je frappe. Pourquoi tu as fermé à clé? Tu vas bien? Il est tard, tu sais, tu veux manger quelque chose? Je me suis inquiété tout de même. Simon! Trop de questions, j'avais mal à la tête. J'ai passé une mauvaise nuit, laisse-moi me réveiller, j'arrive, répliquai-je avec plus de fermeté que je ne le voulais. J'étais en nage, le lit en champ de bataille, les draps en boule et empêtrés les uns dans les autres. Même le matelas n'était plus droit sur le sommier. J'avais bavé avec abondance sur l'oreiller aussi. Un filet dégoulinait encore sur mon menton.
Quelle expérience! À la limite du traumatisme. La bonne nouvelle, c'est que je n'étais pas mort. Mais était-ce vraiment une bonne nouvelle en fin de compte? Il s'agissait peut-être du fameux voyage astral, si souvent décrit dans les bouquins. Quoique, mon expérience ne correspondait pas exactement au récit que j'avais lu. Une chose était certaine, ce n'était pas un rêve. C'était bien trop puissant, trop concret, trop tangible pour qu'il ne s'agisse que d'un simple rêve. Je me souvenais de chaque détail. Il fallait que j'approfondisse la valeur symbolique de cette rencontre avec mon autre moi. Était-ce pour me montrer une voie? Pour me faire comprendre que ma nature était sanguinaire et perverse? Je prendrai le temps d'y réfléchir plus tard. Et cette maison, c'était quoi au juste? Une maison qui existait quelque part? Une invention dans un monde imaginaire? J'avais bien envie de faire quelques recherches là-dessus, mais par quoi commencer? Je ne savais même pas où j'étais allé. Quant à la suite du voyage, j'aurais sans doute pu en apprendre davantage si je n'avais pas été arraché à cette expérience en cours. C'était supposé m'apporter des réponses et des pouvoirs. À la place, j'en retirais encore plus de questions et de frustrations. Pour résumer, je n'étais pas plus avancé qu'avant. Si je devais considérer que cette expérience était le résultat de la cérémonie réalisée la veille, les effets de la préparation avaient été bien plus convaincants que le résultat lui-même. Ce qui s'imposait à mon esprit par contre, c'était ce nom. Ça me plaisait beaucoup. Ayant un petit faible pour les consonances latines, je comptais l'utiliser en l'adaptant un petit peu. J'en profitais pour faire une substitution de lettres, en guise de clin d'œil à mes aversions raciales. Enfin, rien de vraiment raciste, hein. Avec mes parents maniaques, j'étais habitué à des odeurs d'antiseptique et de savon. Pendant l'enfance, j'avais assimilé la couleur de peau noire à un manque d'hygiène. C'était stupide, hein, mais tellement ancré que je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une forme de répulsion envers les gens de couleur. Depuis ce jour, mon nom initiatique fut donc Frater Luminis Negri.